Et quand je les voyais, ça me donnait envie de dessiner, parce que ça m'inspirait. J'ai presque toujours des héros qui sont des adolescents ou des jeunes adultes. Je voulais vraiment faire une bande dessinée qui parle du désir, en effet. Hyper dur comme question, mais... Non, mais tu peux réfléchir et puis voir après. Mais... Et j'ai gardé ce rapport très fort avec la bibliothèque. J'en dis pas plus. Bonjour Claire Fauvel, bienvenue à la bibliothèque d'Alcazar pour ce podcast filmé. On va avoir l'occasion d'aborder un peu ton actualité et puis ton parcours aussi. On va aborder également tout ce qui a été un peu ta bibliographie, tes ouvrages précédents, les influences avec ton univers. Et puis on fera également un zoom sur tu as choisi une planche sur laquelle on va faire un zoom et tu nous expliqueras un petit peu la composition de la planche et de quelle façon tu as déterminé voilà, comment ça se passe. Et puis on terminera peut-être avec un petit blind test, mais ça c'est une petite surprise, On verra après. Donc on inaugure aujourd'hui ce podcast filmé autour de la bande dessinée. Habituellement, on a plutôt l'occasion de se voir par rapport à la Minute BD où je présente de l'actualité, que ce soit aussi bien comics, bande dessinée indépendante, grand public ou manga. Mais là, aujourd'hui, on avait décidé de faire une interview spécialement avec une autrice et une illustratrice de bande dessinée. Et donc, Claire, merci d'avoir accepté cette invitation. Et merci pour l'invitation, Olivier, en tout cas. C'est super. Et donc, du coup, quel a été ton parcours, finalement, qui t'a amené à être aujourd'hui autrice et illustratrice de bande dessinée ? Alors déjà, je pense que j'aime bien dessiner et écrire depuis que je suis toute petite, parce que je pense quand même que la bande dessinée, c'est quelque chose qui commence très tôt, en fait. Et donc voilà, j'ai été toujours une enfant et surtout une adolescente qui dessine beaucoup. Au collège, tous mes cahiers étaient couverts de dessins, etc. J'ai découvert aussi, quand j'étais adolescente, le manga qui m'a donné envie de raconter en images, pas seulement de dessiner, mais de commencer à imaginer des histoires, des univers. Et donc j'ai vraiment beaucoup dessiné à cet âge-là. Et ensuite, après le bac, j'ai découvert qu'il existait des études d'art pour faire des métiers en lien avec le dessin. Donc j'ai intégré une école d'art et j'ai d'abord appris le cinéma d'animation, en fait. C'est ma formation, cinéma d'animation à l'école des Gobelins à Paris. Et voilà, c'était une super formation, mais très technique, vraiment, basée sur la technique. Et j'ai travaillé 1 an et demi dans un studio d'animation, après mes études, en Kama, où j'ai fait des dessins animés. Et j'aimais beaucoup ça, je dessinais, mais c'est vrai qu'il me manquait le côté scénario, histoire, que j'aimais beaucoup quand même, et j'avais laissé ça de côté. J'étais juste technicienne du dessin, je coloriais des décors en l'occurrence. Et donc, pendant que je travaillais dans le cinéma d'animation, j'ai commencé à écrire ma première bande dessinée. J'ai une première idée d'histoire. Et je l'ai envoyée à des maisons d'édition, comme ça, un peu au hasard. Je ne savais pas du tout si ça allait plaire, si ça allait intéresser quelqu'un. Et il y a les éditions Casterman, à l'époque, qui ont accepté le projet. Voilà, je ne m'y attendais pas, c'est super. Et donc, c'est devenu ma première bande dessinée, qui s'appelle Une saison en Égypte. Et ensuite, je suis restée dans la bande dessinée. Je ne suis plus jamais revenue à l'animation. J'aimais trop ça et j'ai continué. Voilà. Et dans les mangas, du coup, quand tu lisais ça au collège, tu lisais quoi, par exemple ? Qu'est-ce qui te plaisait de lire comme bande dessinée ou comme manga quand tu étais au collège ? Alors, je lisais un peu des gros classiques, on va dire, comme Naruto, One Piece, tout ça. J'aimais beaucoup les mangas de Clamp aussi, ça me dit quelque chose. X, tout ça, j'aimais bien le manga Nana, c'était un peu les mangas à la mode à l'époque. Et en fait, j'aimais surtout les animations. Et les animés, c'était plutôt ça qui me donnait envie de raconter en dessin. Par exemple, j'adorais Cowboy Bebop, Evangelion, Ghost in the Shell, et les films de Miyazaki aussi, bien sûr. Et c'est surtout les animés, en fait, qui m'ont vraiment fascinée. Il y a eu une fascination visuelle. Et quand je les voyais, ça me donnait envie de dessiner, parce que ça m'inspirait. Donc du coup, ça t'a incité finalement après à faire des études autour du cinéma d'animation, quoi. Oui, c'est vrai. Mais c'était trop compliqué, je ne m'étais pas rendu compte.
Ouais, tu devais être surprise quand Casterman finalement t'a répondu pour une saison en Égypte. Non, tu devais être assez surprise. Tu t'y attendais je m'y attendais pas. En plus, à l'époque, j'avais envoyé mon dossier pour ma première histoire vraiment par la poste, comme ça, dans un courrier. Ouais. Et ils avaient rigolé. Ils m'avaient dit, mais plus personne envoie par courrier. Maintenant, c'est tout par mail. Et au moins, je pense que ça a attiré leur attention. Mais ouais, j'étais hyper contente. Et puis, je pouvais dire aux gens autour de moi, voilà, je vais travailler avec l'éditeur de Tintin. Donc, tout le monde connaissait. Et c'était super. Ouais. Mais justement, j'en profite pour rappeler aussi à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, que bon, toutes ces bandes dessinées, une saison en Égypte, mais aussi La Nuit et Mon Royaume, qui a été la deuxième, je crois, non? Peut-être de bande dessinée C'est la quatrième. La quatrième, d'accord. Il y a eu La Guerre de Catherine, puis Poulain Davy, puis celle-là. Voilà, oui. La Guerre de Catherine, c'est une adaptation d'un roman, Oui, c'est ça. C'était une adaptation d'un roman, donc une écrivaine qui s'appelle Julia Billet, qui raconte une histoire inspirée par la vie de sa mère, qui a été une petite fille juive cachée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc là, c'était un travail d'adaptation. En fait, j'ai fait 2 adaptations dans ma vie, dans mes BD, celle-ci et puis Poulain Davy, parce que c'est une histoire vraie. Et j'ai adapté l'autobiographie de Poulain Davy, donc je le considère aussi comme une adaptation. Et voilà, c'était deux expériences hyper intéressantes aussi, quoi. Et pour La Guerre de Catherine, comment ça s'est fait, l'adaptation littéraire? En fait, on t'a sollicité pour l'adapter ou tu as demandé, toi? Oui, on m'a sollicité. Je crois qu'à l'époque, j'avais présenté le projet de Poulain Davy aux maisons d'édition. Et donc, l'éditrice qui travaillait chez Rue de Sèvres, c'est la partie bande dessinée de l'École des loisirs, voulait adapter ce roman de l'École des loisirs qui s'appelle La Guerre de Catherine. Et en fait, quand elle a vu mon dossier, elle s'est dit que le dessin correspondait bien. Et donc, elle n'a pas accepté Poulain Davy. Mais elle m'a dit, si tu veux, on te propose d'adapter ce roman. Je trouve que ton dessin irait bien. Et moi, j'ai lu le roman, j'ai adoré, vraiment. Et donc, j'ai fait des tests. L'écrivaine a aimé mes dessins. Et voilà, ça a fait un mariage réussi, comme ils disent chez Rue de Sèvres. Oui, finalement, après Poulain Davy, ça a été édité par Casterman, quoi. Tu es revenu chez Casterman. C'est ça, j'ai alterné après. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur Poulain Davy, qui est donc Reine des bandits, qui est un personnage de femme très forte, très comment dire, qui va une vie assez tragique, quoi. Oui, c'est tragique, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est une bande dessinée qui est pas toujours évidente, parce que c'est l'adaptation donc de l'autobiographie de Poulain Davy, qui était un livre très très dur à lire. Moi, en fait, je suis tombée dessus par hasard à la bibliothèque, justement, près de là où j'habitais à l'époque. Je l'ai vu en rayon et je me suis dit, tiens, Poulain Davy, je connaissais son nom, on va lire. Et ce livre a été une vraie claque. Je me souviens, ça m'a bouleversée quand je l'ai lu. Et je me suis dit, ça me donne trop envie de l'adapter en bande dessinée parce qu'elle n'est pas forcément très connue en France. Et je me suis dit que la bande dessinée permettrait aussi de faire découvrir sa vie à un autre public, par exemple à des adolescents, des gens plus jeunes. Et donc j'ai essayé d'être le plus juste possible. Et donc oui, c'est une femme qui a vécu en Inde dans les années 80 et qui a grandi dans un village très pauvre, qui est issu d'une très basse caste et qui a été mariée de force quand elle était enfant. Donc elle a connu vraiment le viol conjugal, elle a été battue par son mari et elle a réussi à échapper à tout ça parce qu'elle est devenue bandit. Donc c'est une histoire assez incroyable, hein. Je pense qu'il n'y a qu'en Inde que des choses comme ça sont possibles. Et voilà, c'est une région où il y avait du banditisme implanté dans la région, quoi. Et en fait, de bandit, elle est devenue chef de sa bande, puis ennemi public numéro 1 en Inde quand même. Et elle a essayé non pas seulement de racketter les gens, mais de rendre la justice en étant bandit. Donc avec son fusil, elle punissait les maris qui violaient les femmes, etc. Et voilà, c'est un destin vraiment extraordinaire, je trouve. Et elle est devenue femme politique aussi à la fin de sa vie. Et tout ça, on va dire, de 16 à 20 ans en plus. C'était une très jeune fille et c'est ça que j'aimais aussi avec le personnage. Je trouve qu'elle est hyper attachante parce qu'elle est très jeune. Elle a une forme de naïveté aussi parfois. Et donc voilà, j'ai essayé de retranscrire tout ça dans la BD. C'est une histoire qui est dure mais qui donne de l'espoir, je trouve. Tout à fait, exactement. Incite à se rebeller. Et comment ça se passe quand tu proposes comme ça aux maisons d'édition jusqu'à quel moment de la création de la BD tu leur proposes ça m'intrigue en fait. Alors en général, je ne sais pas comment fonctionnent tous les auteurs, mais je pense que souvent on fait un petit dossier de présentation dans lequel on propose une histoire écrite sur quelques pages, le scénario, plus une ou deux pages de démonstration
et puis parfois quelques petits croquis pour leur présenter les personnages. Et c'est vrai qu'en général, on ne va pas plus loin. On attend que ce dossier soit accepté par un éditeur, qu'on signe un contrat ensemble avant de démarrer, parce que sinon on n'est pas payé. Donc à partir du moment où on signe le contrat, on commence à toucher de l'argent pour faire la BD. Et bon, c'est quand même plus sympa de travailler en étant payé que de dessiner toute la bande dessinée et puis à la fin elle n'est pas acceptée. Là c'est dangereux. Oui, donc c'était un projet qui te tenait bien à cœur, Poulain des Villes. Et donc ça c'était et juste après il y a La Nuit et mon royaume. C'est ça. Je me trompe pas, non, ça va. Cette fois c'est bon. Et c'est vrai que là aussi c'est des personnages féminins également aussi en quête, à la recherche de vraiment. Il y a une amitié qui est vraiment très présente dans ces deux personnages et aussi la musique. Oui. Oui, c'est marrant. En fait, j'ai réalisé que dans la plupart des bandes dessinées que j'ai faites, j'ai presque toujours des héros qui sont des adolescents ou des jeunes adultes. Et c'était le cas pour La guerre de Catherine, où l'héroïne va de 10 à 17 ans à peu près dans l'histoire. Poulain des Villes, donc à 16 ans. Et là, les héroïnes aussi, l'histoire commence quand elles se rencontrent au collège, en banlieue parisienne. Et on va suivre tout leur parcours donc jusqu'à l'âge de jeune adulte. Donc ces deux amies qui sont liées par la musique, c'est ça qui les fait se rencontrer et se lier d'amitié. Parce qu'en gros, c'est les seules copines à écouter du rock dans un lycée de banlieue parisienne. Elles veulent créer leur groupe de rock. Et elles vont essayer d'intégrer la scène parisienne avec leur groupe et on va voir évidemment toutes les difficultés auxquelles elles vont se heurter parce que quand on vient d'un milieu populaire, quand on n'a pas les contacts, c'est extrêmement dur d'intégrer une scène artistique comme ça. Et voilà, donc c'est un récit... Oui, puis une vocation qui peut être contrariée aussi par le contexte familial, socio-économique. C'est ça, elles ne sont pas suivies par leurs parents et je voulais raconter à quel point c'est dur quand on est artiste de s'en sortir, quand on n'est pas aidé par les parents, pas encouragé, parce que c'est un milieu extrêmement difficile, en fait très libéral d'être artiste. Il y en a quelques-uns qui réussissent pour une grande majorité qui n'y arrivent pas. Donc voilà, c'est une BD qui parle de ça et de comment on peut essayer de s'accrocher pour réaliser ses rêves. Et c'est aussi une BD qui parle de la musique, parce que moi je suis une grande fan de musique. En fait, je pense que c'est l'art qui me touche le plus, d'ailleurs, en premier, avant la littérature, le cinéma. Et donc, c'était aussi un hommage à ma passion pour la musique, un clin d'œil à toutes les scènes de Paris que je fréquentais à l'époque et que j'aimais beaucoup. Donc voilà. Et tu dessinais dans les concerts Alors, pas du tout. Non, tu profitais du concert. Heureusement, c'était deux choses très séparées, mais par contre, je gardais beaucoup d'images des concerts. Et c'est vrai qu'en tant que spectatrice, je me disais, mais qu'est-ce que c'est beau, ces ambiances, ces lumières. Ils se dégage quelque chose et ça donnait envie d'essayer de le rendre en dessin. Et d'ailleurs, c'était très dur de rendre en dessin cette ambiance de la nuit, des lumières de concert. Non, mais il y a des superbes planches, c'est bien retranscrit. Moi, je suis fan de musique et notamment de tout ce qui est dessin autour de la musique. Et donc, je trouve que c'est très bien réussi. Donc ça, c'était La Nuit et mon royaume. Donc c'est chez Rue de Sèvres. Donc Rue de Sèvres pour une saison en Égypte, Casterman. Et puis de nouveau Rue de Sèvres. Et puis là, le dernier, c'est chez Glénat. Comment ça s'est fait en fait finalement il en reste encore plein d'autres de maisons d'édition. Oui, alors pourquoi Glénat ? C'est un peu un hasard. Je pense que quand on est auteur, on parle entre amis auteurs, on se conseille des maisons d'édition. Là, c'est une amie d'ailleurs dont je recommande ses bandes dessinées, donc je peux la citer, qui s'appelle Elisabeth Olville. Vous avez aussi ses bandes dessinées, je pense à l'Alcazar. Elle a fait notamment L'été fantôme et Immonde. Et elle travaillait chez Glénat dans la collection Millefeuille. Et elle et un autre ami qui s'appelle Timothée Le Boucher. Et en fait, comme j'adore leur bande dessinée, ça me donnait très envie d'intégrer la même collection qu'eux. Il y a eu la BD Podum aussi dans cette collection. Et donc, j'ai proposé mon projet à cet éditeur chez Glénat qui l'a accepté. Donc, j'étais super contente. Et voilà, encore une nouvelle maison d'édition. Donc, Les yeux d'Alex, ça, c'est ton dernier. Qu'est-ce qu'on peut en dire en fait il y a Marseille aussi en décor. Oui, voilà. Et puis aussi, il y a des questions politiques, des questions de rapport au corps et à la sexualité, c'est ça ? C'est ça, ouais. C'est pas évident à résumer parce que c'est une bande dessinée, on va dire, avec plusieurs thèmes en un. Plusieurs thèmes qui s'additionnent. À la base, je voulais vraiment faire une bande dessinée qui parle du désir, en effet.
L'idée de faire cette BD, elle est partie d'une frustration en fait en tant que lectrice où je comprenais pas pourquoi dès que je me rendais par exemple au rayon un peu érotique d'une bibliothèque ou d'une librairie, la totalité des bandes dessinées ou même des romans sur lesquels je tombais étaient majoritairement faits par des hommes et souvent faits pour les hommes, à destination des hommes. Et je comprenais pas pourquoi, ça me semblait dingue alors qu'on est 50% de femmes sur la planète. Et donc, je me suis dit, moi, de m'approprier ce thème, on va dire, de l'érotisme, du désir, et d'en donner ma propre version. Donc là, ça raconte l'histoire d'Alex, en effet, qui est une jeune photographe qui se lance dans la photo érotique. Et elle choisit de photographier uniquement des modèles masculins, comme on le voit sur les couvertures. Et donc, elle renverse un peu les codes traditionnels de la femme, qui est systématiquement l'objet du désir, qui est systématiquement érotisée. Et chez elle, ce sont les hommes qui sont érotisés, qui sont beaux, et elle qui est cachée derrière la caméra. Et c'est aussi un livre qui parle du rapport à la beauté en général, puisque l'héroïne, elle souffre, on va dire, d'une déformation physique, donc elle doit apprendre à accepter au fil de l'album, parce que je trouve qu'en tant que femme, il y a souvent des injonctions à plaire, et elle doit apprendre à dépasser ça. Et enfin, comme tu as dit, c'est aussi une BD sur Marseille, parce que donc, ça fait 4 ans que j'habite à Marseille, et peut-être cette ville, elle m'a beaucoup inspirée, et j'avais envie de la représenter en bande dessinée. Ouais, ça se voit, c'est très lumineux, quoi. Il y a aussi des moments où les doubles pages, elles sont sombres, parce que ça retranscrit un état d'esprit, un sentiment, une sensation, mais sinon, on sent que vraiment, c'est très caniculaire, quoi, je trouve, au niveau de la couleur et des plans. Et là aussi, il y a pas mal de clins d'œil à la musique, aussi. Donc, ça serait quoi la playlist, finalement si on voulait à la fois lire cette BD et puis écouter de la musique, qu'est-ce que tu nous conseillerais d'écouter? C'est hyper dur comme question, mais... Non, mais tu peux réfléchir et puis voir après. Oui, je réfléchirai. Mais toi, par exemple, parce que quand tu dessines, tu écoutes de la musique ou tu préfères rester complètement dans en fait, silence ou... En général, pour chaque bande dessinée que je fais, je crée une playlist au début de chaque album. Et d'ailleurs, je pense jamais à les partager à la fin de l'album. C'est très dommage, ce serait une bien, idée. Et ça m'aide, notamment, parfois, il y a une musique qui correspond à chaque scène, presque. C'est une scène triste, c'est une musique un peu triste. Enfin, j'exagère, mais par exemple, il y a vraiment des scènes dans Les yeux d'Alex, en effet, où il y a des musiques qui existent, qui sont citées en direct. Donc là, je m'amusais à écouter la musique. Là, il y a des années 80, par exemple, comme ça. Les lecteurs verront. Chérie, chérie Lady, super référence. Et voilà, il y a d'autres moments où il n'y a pas de musique, mais où il y a des petits clins d'œil à la scène musicale marseillaise. On retrouve par exemple des scènes des salles de musique de Marseille, comme l'Embobineuse, etc. Et voilà, j'aime bien qu'on ressente une petite ambiance. On voit que tu as fréquenté parce que tous les détails y sont, les petits détails dans l'Embobineuse avec la voiture. Bref, il y a la voiture dans le garage, enfin voilà. Bon, après, quand j'ai fait la bande dessinée, quand je l'ai écrite, ça faisait peut-être juste 1 an que j'étais à Marseille, donc je regrettais, je me disais, mais je connais pas encore très bien toutes les salles. Mais bon, il fallait quand même en choisir. Voilà. Et tu as choisi une planche pour nous, justement, pour nous montrer un petit peu de quelle manière tu l'avais composée ou... Alors, je pensais à une planche, mais je sais pas si c'est la plus intéressante en matière de composition. Oui, enfin, te semble, toi... Parce qu'en fait, en général, quand je fais mes BD, je fais des compositions très classiques, vraiment. Enfin, je trouve que je ne suis pas une autrice vraiment de la composition. D'ailleurs, si vous voyez, souvent mes pages sont divisées en 3 bandes, comme on dit en bande dessinée, qui sont souvent elles-mêmes divisées en 2. Donc la plupart du temps, il y a 6 cases par page. Donc c'est vraiment très simple. Et je pense que ça vient du fait que moi j'ai une formation de cinéma d'animation. Et donc je pense toujours mes histoires comme un film. Et donc je travaille plutôt, on va dire, le cadrage à l'intérieur de la case que la case elle-même. Donc la mise en page, elle est très bateau. Très visible, très lisible. Voilà, très simple. Mais c'est plutôt à l'intérieur des cases que je me dis, on va avoir un gros plan, un plan large, une contre-plongée, etc. C'est plutôt ça qui m'intéresse. Mais voilà, souvent, c'est des mises en page très simples. Mais quand même, la page j'aime beaucoup celle-là, super. La page que je voulais montrer, c'est celle-ci. Parce que dans cette bande dessinée, je me suis quand même attachée à laisser quelques pleines pages. Bon, celle-là n'est pas totalement pleine, mais en tout cas, à mettre plusieurs fois des pages avec vraiment une grande illustration
et avec peu de texte, parce que je trouve que c'est important aussi en bande dessinée de laisser des respirations et des moments purement visuels où le lecteur a le temps d'observer le dessin. Et là, c'est une scène que je trouvais jolie, puisque c'est un moment où l'héroïne va à la mer, à la plage, la nuit. Ça commence avant. Donc elle se rend à la plage emblématique des Catalans, à Marseille, pour ceux qui connaissent, qui est en plein centre-ville, la nuit. Et donc je trouve que ça crée une ambiance assez romantique. On n'est pas habitué à voir la plage la nuit. Donc je voulais laisser vraiment une pleine page. Et en fait, c'est un moment où elle rencontre sa photographe préférée, qui est un personnage imaginaire dans la bande dessinée. Et en fait, bon, je spoil un peu, mais on va découvrir que c'est une rencontre imaginaire. Dans la vraie vie, elle ne rencontre pas sa photographe. Et donc, c'est un moment de rêve complètement onirique où elle imagine tout ce qu'elle aurait aimé lui dire si elle l'avait rencontré. Et en fait, ce que j'aime bien dans mes BD, c'est traiter de sujets, on va dire, assez contemporains, assez sociaux, mais toujours de le faire de façon pas totalement réaliste, pas totalement sociale. J'aime garder une part d'onirisme dans toutes mes BD, parce que je trouve que c'est important de rêver quand on lit une bande dessinée. Et donc voilà, je trouve ça, c'est une scène qui résume assez bien cette démarche, parce que c'est un moment un petit peu onirique, une petite pause dans l'histoire. Oui, il en faut des respirations, comme en musique d'ailleurs. Voilà, comme en musique. Et je t'avais demandé de choisir un petit peu dans la bibliothèque quelques documents. Et donc, du coup, tu as fait ton petit choix de course à la bibliothèque. Et juste avant que tu nous expliques un petit peu pourquoi tu as fait ce choix, quel est ton rapport finalement avec la bibliothèque ou avec le monde des bibliothèques ? Comme je te disais avant l'émission, moi, je suis très contente d'avoir été invitée parce que je suis une grande fan de bibliothèque. Enfin, j'ai toujours été fan, mais vraiment même quand je déménage dans une ville, dans un nouveau quartier, je me dis est-ce que je suis pas loin de la bibliothèque ? C'est très important pour moi. Je les ai toujours fréquentées énormément. Et même depuis l'enfance, c'est comme ça que j'ai commencé à lire beaucoup quand j'étais petite, à découvrir les mangas, c'est en me baladant dans la bibliothèque. Et j'ai gardé ce rapport très fort avec les bibliothèques. Donc j'y vais plusieurs fois par semaine. En plus maintenant j'ai un enfant, donc je l'emmène aussi. Et notamment la bibliothèque de l'Alcazar ici à Marseille, elle est géniale. Je la recommande à tous les habitants de Marseille. Elle est très très riche. Et voilà, vive les bibliothèques. Et qu'est-ce qu'il y a des bouquins, il y a des romans, il y a de la BD aussi. Alors j'ai essayé de faire une petite sélection rapide un peu de bandes dessinées et de livres que j'aimais bien. J'ai pas pensé à prendre des musiques, c'est un peu triste, mais c'est vrai que pour les musiques, j'écoute quand même un petit peu plus en ligne maintenant qu'il y a beaucoup de sites d'écoute qui permettent de faire ça. Et je fréquente surtout les bibliothèques pour les films, les romans et les BD. Alors j'ai essayé de prendre à la fois des romans qui m'avaient inspirée pour ma dernière BD, Les yeux d'Alex. Alors très, très rapidement, j'ai choisi John Fante, déjà parce que c'est un de mes écrivains préférés dans l'absolu, je l'adore. C'est un Américain qui raconte l'histoire d'un immigré italien à Los Angeles qui essaie de devenir écrivain. Et c'est vraiment un loser magnifique, comme on dit. Et moi, j'adore les histoires de losers. C'est pour ça que je l'ai pris. Et c'est aussi quelque chose que j'ai essayé de retranscrire dans ma bande dessinée Les yeux d'Alex. Pour ceux qui l'ont lu, l'héroïne, elle réussit pas forcément tout ce qu'elle entreprend. Elle se pose beaucoup de questions. Et voilà, j'adore les personnages comme ça, de losers, qui n'arrivent pas forcément. Je trouve qu'on s'y identifie beaucoup. Donc c'est pour ça que c'était une de mes références. Enfin, je dis Demande à la poussière de John Fante. Voilà, je dis pas que j'écris aussi bien, mais Victor Hugo, je l'ai pris pour le côté romantique, parce que donc dans ma BD, l'héroïne est défigurée par de l'eczéma, et au fil de l'histoire, elle devient de plus en plus monstrueuse. Et donc c'est un clin d'œil à la fois un peu à La Belle et la Bête, et aussi à ce roman de Victor Hugo où le héros est défiguré. Donc il a un sourire comme ça gravé sur le visage. Et voilà, c'est hyper romantique, c'est une très belle histoire, et ça m'a notamment un peu inspiré la scène finale des yeux d'Alex, que je dévoile pas, mais où elle fait face à un public, et où pour la première fois elle montre sa difformité, donc c'est un petit clin d'œil à l'homme qui rit. Tal Madesta, c'est un écrivain qui m'a inspiré aussi, qui a écrit sur le désir, donc je vous conseille de le lire. D'ailleurs, je crois que c'est écrit dans la bibliographie que j'ai mis à la fin de ma BD. Tout à fait, c'est une belle lecture. Après, Baudelaire, Les fleurs du mal, parce que je l'ai cité au début, et voilà, c'est vraiment un des écrivains qui a contribué, je trouve, à définir cette idée de la beauté complètement fantasmée et qu'on associe à la femme fatale, donc tout ça est cité dans la BD. Et après, j'ai choisi des bandes dessinées qui sont un peu des références pour moi.
Manuel Efior, qui a été une référence visuelle, parce que donc, lui aussi, il fait ses bandes dessinées à la peinture. Les yeux d'Alex, c'est la première bande dessinée que j'ai fait entièrement à la peinture, à la gouache. Et c'était la première fois que je travaillais comme ça. Je ne savais pas du tout utiliser la gouache. Et je me suis énormément inspirée de Manuel Efior. C'est magnifique, Et voilà, on verra, j'ai essayé de faire pareil très laborieusement, mais voilà, je l'ai complètement copié, j'avoue. J'avais la BD ouverte sous les yeux quand je travaillais. Et Nina Antico, c'est une autre autrice que j'aime beaucoup et qui vit aussi à Marseille, donc je trouvais intéressant de la citer. Et en plus, sa bande dessinée est sortie quasiment en même temps que la mienne, Une obsession. Et elle a des thèmes très proches. Elle aussi, elle raconte en fait toute sa vie sentimentale, amoureuse et sexuelle, et comment elle s'est construite en tant que femme avec cette obsession du désir de l'autre. Donc c'est une très belle histoire, je trouve, qui est un petit peu plus adulte et littéraire que la mienne, mais je trouve qu'elle se complète bien. Tout à fait, ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et voilà, après, il y a celui-là, Babyface, voilà, parce que ça, c'est aussi la collection BDQ que je trouve super chez les Requins Marteaux, où on va parler d'érotisme, mais cette fois avec un regard qui n'est pas du tout patriarcal, qui est très différent, avec beaucoup d'humour. Donc là, j'ai choisi celui-là. Oui, on a toute la collection à la bibliothèque, et puis on en a quelques-uns aussi de Melek Zertal, voilà, que vous pouvez trouver à la Bib. Ah voilà, toute la collection à l'Alcazar, pour ceux qui veulent découvrir. Et les DVD, j'ai choisi celui-là qui est sorti récemment, 20 Dieux. Et je voulais aussi prendre des DVD de Julia Ducournau, mais ils étaient tous empruntés et victimes de son succès. Et c'était un peu pour parler de ce qu'on appelle, on va dire, le female gaze. Donc c'est des films réalisés par des femmes. Et c'est des films, moi, qui m'ont beaucoup plu parce que je trouve que c'est hyper rare. On n'est pas encore habitué de voir à l'écran ce regard féminin porté sur les corps. Et notamment dans le film 20 Dieux, c'est un film plein d'humour, assez frais comme ça, sur des jeunes à la montagne qui font leur fromage pour essayer de gagner un concours. Mais il y a vraiment un regard porté sur le héros, sur son corps nu, qui est hyper rare au cinéma, qui est très beau. Et voilà, pour ça, je voulais le citer. Voilà, plein de choses à découvrir à la bibliothèque, tant d'autres encore. Après, je ne sais pas si toi aussi, tu as des recommandations à nous faire. Oui, là, par exemple, moi, souvent, je recommande, quand on me demande une bande dessinée que j'aime bien, c'est la première qui me vient à l'esprit, c'est celle de Manuel Fior, et même celle d'après, dont le nom m'échappe, qui se passe en Égypte, à la fois en Égypte et en Allemagne. Hypericon, voilà, parce que j'aime beaucoup la couleur, la façon dont la sensualité aussi, la sensibilité qui se détache et donc ça se retrouve, je trouve que tous les trois là, avec Nina Antico, Manuel Fior et toi, vous pourriez tout à fait faire, comment dire, je sais pas, vous êtes dans le même univers qui se complète admirablement bien, au niveau des thèmes et puis aussi au niveau de la façon, la simplicité de la mise en page, la couleur aussi, l'utilisation de la couleur. Et voilà, c'est quelque chose, je trouve que c'est un rapport beaucoup avec l'intime. Donc je trouve que c'est des BD qui sont assez universels, quoi. Et on a bientôt terminé, je pense, à peu près pour cette rencontre-là. Mais qu'est-ce que tu aimerais, comment tu vois les projets à l'avenir, toi? Est-ce que tu as un truc en tête, quelque chose que peut-être tu as mis de côté et que là, un peu comme tout à l'heure quand tu nous parlais de Poulain Davy, parce qu'il n'y avait pas l'éditeur qui finalement était accroché pour publier, mais ça a pris quelque temps. Donc voilà, qu'est-ce que tu as bientôt, je sais pas, comme travail, comme idée en tête? Alors oui, là j'ai un nouveau projet en préparation, on va dire. Bon, je croise les doigts pour qu'il démarre bientôt. Et vu qu'on en a parlé justement, j'aimerais faire en fait une petite série d'inspiration manga justement, un peu pour adolescents, adultes adolescents. Et voilà, je pense que c'est amusant parce que c'est un peu le rêve que j'ai depuis que je suis ado finalement, parce que c'est par ces lectures, moi que je suis venue à la lecture de bande dessinée. Enfin, j'ai d'abord lu des mangas puis des BD. Et en fait, ça m'a donné envie de faire mon propre manga, mais avec mon regard d'adulte, des enjeux qui me touchent aujourd'hui. Donc, ce serait une petite série teintée de fantastique, où on va suivre une bande d'ados qui vit à Marseille, une fois de plus, et qui se retrouve en possession d'un pouvoir extraordinaire, j'en dis pas plus, et qui va d'abord l'utiliser pour régler les petites histoires d'ados, et petit à petit qui va essayer de faire la révolution avec. Voilà.
Donc une histoire que tu aurais aimé lire peut-être quand tu étais ado et que tu as envie finalement de l'écrire toi-même, quoi. Bah exactement, c'est ça. Je pense que c'est ce que j'aurais aimé lire ado et je vais mettre tous mes rêves, mes fantasmes d'ado. Ça va être un peu débile, mais je pense ça, voilà, à voir. Ok. Bah écoute, très bien. On va terminer juste avec. Je voulais te faire écouter un morceau et je pense que donc le jeu, c'est que tu devines quel est l'artiste. Quel est l'artiste. Bon. J'espère que je ne vais pas me ridiculiser et dire un truc qui a rien à voir. Je pense que tu vas trouver assez facilement, mais parce que voilà. Ouf, c'est bon. Je laisse un peu tourner pour les auditeurs, parce que ça vaut le coup. Sunshine for everyone, but as far as I can remember, we've been migratory. C'est chouette, hein. C'est bien de terminer en musique. Oui, ça fait un bon final, je pense. Chaque podcast, il pourra se terminer comme ça, avec une musique. Et bon, on a trouvé notre générique. En tout cas, voilà, Sid Matters, tous les albums sont à la bibliothèque de l'Alcazar. Oui, Sid Matters, donc c'est un groupe des années 90. Ouais, ou peut-être 2000, mais ils sont pas tout jeunes. Et moi, c'est un groupe que j'adorais adolescente. Donc peut-être ça va me vieillir beaucoup, mais ça nous rajeunit pas, comme on dit. Je sais pas si toi tu les connaissais ou. Oui. Moi j'adore ce groupe en fait. Je l'ai écouté, oui effectivement. Mais après je les ai jamais vus en concert. Mais j'aime beaucoup cette ambiance et surtout l'ambiance sonore. Là ça a commencé avec une intro 10-15 secondes et puis la voix arrive comme une espèce d'instrument. On dirait que c'est lui-même un instrument. Il y a une espèce de scie musicale derrière. C'est vraiment chouette. C'est harmonieux. Voilà, c'est un groupe français qui n'existe plus. Ah non alors là, breaking news, Sid Matters pour les fans se reforme en ce moment même et ils sont en train d'enregistrer leur nouvel album. Donc voilà, et j'espère qu'ils vont faire une tournée, j'espère qu'ils vont venir à Marseille, il faudra leur écrire. Mais voilà, après des années d'arrêt, parce qu'ils ont vécu leur vie d'adultes, je pense, ils reviennent et on attend, en tout cas j'attends, toi aussi je pense, avec impatience leur nouvel album. Ils sont jolis, en plus leur pochette et tout, j'aime bien, c'est toujours très... Et ouais, c'est un groupe de folk un peu atmosphérique pour les décrire, mais très sensible, pareil, qui fait rêver. La voix du chanteur est hyper belle et une grande source d'inspiration, évidemment. Bon, très bien, je pense que merci Claire d'être venue, c'était sympa comme échange, on a un peu tout abordé et puis ça permet aussi au public de mieux connaître ton travail et puis ils peuvent le retrouver donc à la bibliothèque mais aussi dans toutes les bonnes librairies de Marseille et on ne va pas les citer parce qu'il y en a pas mal, donc n'hésitez pas à aller solliciter votre libraire, votre bibliothécaire. Voilà, merci Claire, à bientôt. Merci Olivier. Through the blizzard